le monde peut être chef d'entreprise, dans le sens qu'aujourd'hui je décide de monter mon business, je suis chef d'entreprise. Mais c'est pas parce que je suis chef d'entreprise que je suis forcément leader. Vous regardez Business 54, le magazine de l'Afrique qui gagne. Bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Ce soir, nous sommes avec Teresa Apekini. Elle gère la société Appleby System, un héritage familial. Bonsoir. Bonsoir. Racontez-nous, Appleby System, qu'est-ce que c'est? Alors, Appleby System, c'est donc une entreprise qui fut créée en 2005 par mon papa, monsieur Apekini, dont en 2013, je repris la gérance, donc suite à mon diplôme de capacité de poids lourd 3 tonnes 5. Donc, Appleby System est une entreprise de transport de marchandises. Restez avec nous. Le textile en Afrique fait vivre. Nous partons tout d'abord en Côte d'Ivoire. À Abidjan, une femme peut choisir entre un mari capable ou un mari ingrat, tout en surveillant l'œil de ma rivale pour préserver le lit de mon mari. Ces noms sont en fait des sobriquets donnés à des milliers de pagnes colorées aux motifs divers qui sont aujourd'hui en pleine expansion. Regardez. Jalousie, œil de ma rivale, ou encore carte de séjour. En Côte d'Ivoire, les différents noms donnés aux pagnes sont souvent inspirés d'héroïnes de séries télé ou de faits de société. Ça, c'est mari ingrat. Bon, je préfère ce pagne-là que lui. Je ne supporte pas ce pagne-là parce qu'il ne me plaît pas. Parce que le nom même qui est dessus, même je n'aime pas ce pagne. Donc, mari capable, j'aime parce qu'il est capable. Il fait tout pour moi. Donc, j'aime ce pagne-là. Plus que ça, là. Chaque mois, des dizaines de nouveaux motifs apparaissent sur les marchés. Mais depuis quelques années, le secteur du pagne doit faire face à la concurrence venue des pays asiatiques. Au marché d'Adjamé à Abidjan, on trouve de nombreuses copies des marques les plus prestigieuses, importées de Chine, de Thaïlande, mais aussi du Nigeria. Pour les clients les moins fortunés, ces imitations, vendues entre 3 et 10 euros, sont bien plus abordables que les pagnes des grandes marques, qui dépassent souvent les 20 euros. Ceux qui prennent en Chine, c'est le pauvre qui peut payer ça. Il y a des gens aussi qui sont riches, ils payent ça. Ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens. Il y a des pays qui sont hollandais. Tout le monde ne peut pas payer hollandais. Environ 90% des pagnes vendus sur les marchés ivoiriens viennent aujourd'hui de l'étranger. Après avoir longtemps souffert de la concurrence chinoise, la société Uniwax, filiale du groupe néerlandais Vlisco et leader du pagne en Afrique, a décidé de prendre de vitesse ses concurrents. On avait une stratégie de créativité, de marketing, de distribution, de production, etc. qui nous permet de lutter efficacement contre ces phénomènes. En gros, si vous voulez, on crée plus vite que le copieur ne copie. Et on fait un produit d'un rapport qualité-prix apprécié par les consommateurs. Dans un marché en pleine expansion, l'entreprise espère augmenter sa production de 70% d'ici 5 ans. Preuve qu'avec ses noms fantasques et ses belles couleurs, le pagne se porte bien et pourrait un jour débarquer en force en Europe. Voilà, nous restons toujours dans le textile en Afrique. Le pagne est resté au fil des décennies un élément incontournable du style vestimentaire des Africains. Sa valorisation par la femme africaine en a fait une identité vestimentaire propre au continent noir. Comme vous allez le voir, dans certains pays d'Afrique comme au Congo, le pagne est un ingrédient hors de commun pour la beauté de la femme. Regardez. Nous sommes ici dans un marché de Kinshasa, la capitale congolaise. Dans ce marché, le commerce du pagne se développe à fière allure. Exposé dans des corbeilles posées à même le sol, le pagne y occupe une place de choix comme dans tous les grands marchés des capitales africaines. Du marché d'Antokpa au Bénin, plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, en passant par le grand centre commercial d'Adjamé situé au cœur de la capitale ivoirienne, ces tissus imprimés, on en trouve de plusieurs qualités et adaptés à différentes bourses. Le port du pagne se transmet de génération en génération et demeure incontournable dans les us et coutumes africains. J'ai vécu avec la maman, donc c'est elle qui m'a fait découvrir le pagne. J'ai découvert le pagne par ma grand-mère. Mon mari, on doit se marier. On va se marier. Il va payer la dot. Et la dot, ce n'est pas les pantalons qu'on va aller adresser à nos parents. Même tu es ma fille qui a 15 ans, si un homme sort derrière toi que tu dois te marier, c'est le pagne. Coloré, décoré de diverses manières, on en retrouve partout. Noué autour de la hanche ou autour de la tête en guise de coiffe, porté en 2 pièces, en boubou ou utilisé pour transporter les enfants, les fonctions sociales du pagne en Afrique sont nombreuses et indéniables.
D'aucuns le considèrent comme le symbole de la femme africaine. Le pagne, ça fait plus africain. C'est pour mettre la femme africaine en valeur. Non, le pagne est très bon parce que le pagne valorise la femme et la culture africaine. C'est beau pour nous. C'est beau, et puis c'est beau pour nos mamans. Quand elles sont dedans, on les sent. En plus des costumes et autres vêtements, le pagne a aussi sa place dans la garde-robe des hommes en Afrique. J'ai beaucoup de chemises de pagne. Ma femme aussi, vraiment, quand je paye les pailles pour elle, elle prend un morceau, elle me donne. Le pagne, c'est depuis l'enfance. L'entourage, dans ma famille, même tout le monde s'habille en pagne. Aujourd'hui, toutes les tenues, on voit un peu les tenues près du corps. Les chemises pagne en près du corps. Avant, on voyait les tenues un peu amples, mais aujourd'hui, les hommes s'habillent en près du corps. Donc, on taille les tenues en près du corps en pagne. Franchement, c'est beau à voir et puis ça fait habiller, quoi. Entre acheter un pagne et faire le pied de grue chez un couturier, certaines personnes optent pour des tenues inspirées de la mode occidentale et faciles à obtenir, le prêt-à-porter. La lutte entre le prêt-à-porter et le pagne se révèle rude en Afrique. Pour m'habiller là, je préfère le prêt-à-porter. Je ne suis pas branchée pagne. Parce que je me dis, quand je porte le pagne, ça ne me va pas, raison pour laquelle j'aime pas. C'est pas partout on peut porter le pagne. Par exemple, venir faire ses courses à jamais, être un pagne, c'est pas trop confortable. Le pagne est typiquement africain. C'est africain, hein. Donc quand vous me voyez dedans, je suis très mignonne dedans. Mais il n'empêche que on soit aussi des fois dans des pantalons. Mais si tu portes les pantalons là, des fois même, les garçons là on t'insulte. Mais si tu portes pagne, on te respecte bien même. Il faut savoir bien s'habiller, c'est tout. Sinon, moi, je n'ai pas de préférence en matière de paille, ni de jean, ni de prêt-à-porter. Moyen d'expression culturelle, regroupant la tradition, les pratiques populaires et la vie urbaine en Afrique, les pagnes portent des noms. Les motifs sont souvent l'expression du vécu quotidien et de l'appartenance à une classe sociale. Ce pagne, ça valorise les mamans. Ça valorise, on appelle ça grande dame. Ça là, c'est Aziki. Il y a aussi Sona. Il y a Bafouana. Voilà, œil de ma rivale. Ça c'est Grêle. Maintenant ça c'est l'homme ingrat qui est là. Ce morceau d'étoffe a longtemps été considéré par les plus jeunes comme caduc ou réservé aux femmes adultes. Mais au fil des années, des changements sont intervenus dans la manière de le porter. L'une des promotrices de cette nouvelle manière d'arborer le pagne, c'est la célèbre réalisatrice et actrice ivoirienne Kissi Delta, véritable égérie du pagne en Côte d'Ivoire. J'ai donné notre style au pagne parce qu'avant, on ne pouvait pas aller en boîte de nuit avec le pagne, on ne pouvait pas aller aux cérémonies de mariage avec le pagne parce que les femmes le portaient en marinière et tout. Mais il a fallu que je vienne pour faire ça près du corps. Et les Blancs même aussi ont reconnu que c'est moi qui ai boosté un peu parce que quand je commençais à porter le pagne, ils ont constaté que le pagne a fait boom, surtout en Afrique centrale, au Congo particulièrement. Les pagnes sont beaucoup sortis là-bas. Quand je suis partie, c'est ce qu'ils m'ont dit. Les pagnes sont beaucoup sortis au Congo, au Cameroun et puis au Gabon. Et puis aussi au Ghana. Entre strass, paillettes et glamour, stylistes et modélistes s'inspirent du modèle occidental, mais les pieds toujours enracinés dans leurs origines africaines. Ils revendiquent avec véhémence leur africanité en continuant à redorer l'image du pagne à travers des créations originales et variées. Je pense qu'on a une panoplie, on a une diversité de couleurs, de pagnes qu'on peut mettre en valeur. C'est vrai que l'Occident nous a envoyé des tissus, des trucs et tout, mais on a nos pagnes africaines de chez nous qu'on peut revaloriser. Maintenant, si vous avez remarqué sur le net, il y a beaucoup de modèles qu'on fait, mais qu'on fait de mélange avec des tissus et tout ça, qu'on porte bien. Au-delà des vêtements, le pagne s'invite aujourd'hui dans les accessoires. Marcel et ses amis ont développé un concept à travers la création d'accessoires assortis au pagne. Devenir des femmes d'exception, c'était pour valoriser le pagne. On parle du genre, quand les dames portent le pagne, elles deviennent des femmes exceptionnelles. La plupart du temps, les jeunes n'aiment pas porter le pagne en Afrique. Donc on va essayer de mettre la mode européenne et la mode africaine ensemble. Donc on a essayé de travailler avec le pagne. On a fait d'abord des petits hauts de basket avec des accessoires en pagne dessus. Et après on a essayé des robes, des chaussures, des sacs, des bracelets, des chaînes.
Le paradoxe frappe à l'œil. Le pagne présenté comme identité culturelle de l'Afrique est produit loin du continent. En Hollande, d'où le nom hollandais, en Allemagne pour le basin et en Chine pour ne citer que ses destinations. L'Afrique devrait donc s'impliquer dans la création de fermes de production afin de réduire les coûts de vente. Cela pourrait alors donner un coup de pouce à la valorisation du pagne sur le continent. Voilà pour ce reportage. Retrouvons notre invitée, Madame Teresa Apekini. Teresa Apekini, vos employés sont en majorité des hommes. Est-ce difficile de travailler dans ces conditions? Parfois oui, parfois non. Tout dépend, il faut savoir s'imposer. C'est-à-dire? Avoir du caractère, je pense, de la culture, de l'intelligence qui est très certainement requis et du savoir-faire et du savoir-être, je pense que c'est très important. Ça a été difficile au début de diriger cette société? Oui et non. Oui, parce qu'il y avait donc la formation scolaire, toute l'expérience professionnelle. Non, parce que mon papa est très autoritaire, très à cheval sur les règles. Et c'est vrai que pour lui, laisser son bébé à son enfant fut très difficile. Comment peut-on vous qualifier, Madame Teresa Apekini? Moi, je me considère chef d'entreprise parce que c'est une entreprise que j'ai reprise et on va dire aussi créée, innovée plutôt. Manager parce que je suis désignée donc par mon équipe en tant que manager, hiérarchiquement. Aussi en tant que leader car je donne des visions, je donne des idées, je sais motiver, je prends des décisions lourdes. Et j'en assume aussi les conséquences, ainsi que visionnaire, parce que je vois loin et je vois ce que les autres ne voient pas. Et je sais leur amener dans un chemin. Merci. Nous partons à Brazzaville à la rencontre de deux jeunes Congolais. Après leurs études au Maroc, ils décident de rentrer au Congo pour entreprendre. Une nouvelle classe des entrepreneurs congolais émerge. Regardez. Cyriaque Ovaga, 23 ans, et Wilfried Nzuka, 24 ans, font partie de la nouvelle classe d'entrepreneurs congolais. Ces deux jeunes rentrent du Maroc et viennent de lancer chacun son entreprise. Titulaire d'un Master 2 en ingénierie financière, Wilfried a lancé une imprimerie à Brazzaville. Pour lui, c'est un premier pas vers de grands projets. Depuis tout jeune, j'ai été nourri par un esprit, celui de l'entrepreneuriat. Et mon rêve a toujours été de mettre au point une grande structure, de mettre au point une société holding. Dans ma vision, je me suis toujours dit que mon souhait serait que cette société puisse représenter le Kingdom Holding africain. Cyriaque est un passionné de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Titulaire d'un Master 2 en réseau de télécommunications, il a lancé une société spécialisée dans la création d'applications en cloud, ce système informatique qui permet d'accéder à des informations à travers le monde. Ce qui nous a poussé à notre entreprise, c'est d'avoir l'amour du cloud, dans l'Afrique est encore en retard, et de proposer des produits innovants à des entreprises afin de pouvoir fructifier leur opération ou d'être accessible, d'être connecté. L'entreprise a déjà lancé le premier logiciel de comptabilité à distance en Afrique, mais peine à décrocher les marchés. Les gens ont souvent peur des entreprises africaines. Ils sont plus portés par les entreprises européennes et il y a une difficulté pour certains Africains de voir qu'une entreprise africaine peut proposer des produits technologiques. Au quotidien, Wilfried rencontre aussi des difficultés et pas des moindres. Aujourd'hui, je peux discuter avec vous pour un marché, mais pour me l'octroyer, il faudra que je vous rétrocède un certain pourcentage. Et ça tue les systèmes. Tracasseries administratives, impôts, pots de vin, les difficultés sont nombreuses pour les investisseurs. Le pays encourage l'initiative privée, quelques mesures ont été annoncées, mais les difficultés d'investissement restent pour l'instant présentes. En Afrique du Sud, l'élevage d'animaux sauvages génère des millions de dollars chaque année. L'écrasante majorité des fermiers et des investisseurs sont blancs, mais certains hommes d'affaires noirs ont commencé à ouvrir la voie. Regardez. Ces impalas noires enceintes ont rapporté plus de 24 000 $ chacune à Mike Rabo. Après 3 ans d'investissement dans sa ferme dans le Limpopo, cet éleveur sud-africain a participé à une vente aux enchères et vendu des gnous et des antilopes pour la première fois. Aujourd'hui, il les capture pour les livrer à leurs nouveaux propriétaires. Une opération compliquée et dangereuse. Le vétérinaire tranquillise les animaux depuis l'hélicoptère et le reste de l'équipe a peu de temps pour aller les chercher
vérifier leur état et les embarquer à bord d'un camion. Nous n'avons pas eu d'animaux problématiques jusque-là. On est content. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin des opérations. En Afrique du Sud, l'élevage d'animaux sauvages, buffles, antilopes et gnous, représente des dizaines de millions de dollars. Une industrie traditionnellement dominée par les fermiers blancs, car le régime de l'apartheid restreignait le droit à la propriété des Noirs. Aujourd'hui encore, difficile de se lancer sans un gros capital. Il faut des centaines d'hectares et des animaux avec des caractéristiques génétiques précises pour commencer un élevage. J'aide des communautés qui ont bénéficié de restitution de terrain à commencer des élevages. On fait en sorte que ce soit possible pour eux en retirant certaines barrières. Quand ils n'ont pas de terrain, par exemple, on leur en prête, on apporte notre savoir-faire, on fournit le bélier ou le taureau quand ils n'en ont pas, donc ça les aide vraiment. Sur les 1500 fermiers que compte l'Association nationale des éleveurs d'animaux sauvages, seulement 15 sont noirs. La gauche radicale sud-africaine demande à ce que les terres des Blancs soient redistribuées aux Noirs, ce qui inquiète certains éleveurs. Mais sans utiliser des méthodes aussi extrêmes, beaucoup sont convaincus que l'industrie a besoin de se transformer pour prospérer. Comme Peter, qui a aidé Mike à se lancer. C'est le futur de l'élevage, nous devons unir nos efforts pour que ça progresse. Ce n'est pas une industrie de blanc, c'est une industrie pour quiconque croit en son avenir. Dans un pays où le salaire moyen des ménages noirs est de 625 $ par mois, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa avait suscité l'indignation en investissant dans cette industrie. Mais il n'a pas fait les gros titres quand il a vendu 3 Impala à flanc blanc pour 2,5 millions de dollars lors de cette vente aux enchères en 2014. Un signe que l'élevage d'antilopes et de buffles génère désormais plus d'intérêt et de convoitise que de scandales. Voilà pour ce reportage. À Lagos, capitale économique du Nigeria, de près de 20 millions d'habitants, le développement urbain est un véritable défi pour faire face au changement climatique. Regardez. Une ville dans la ville, mais une ville bâtie sur l'océan. Le projet d'Éco-Atlantique est le plus grand chantier immobilier d'Afrique. D'ici une quinzaine d'années, près de 250 000 logements émergeront de ces 500 hectares de terre gagnés sur le golfe de Guinée. Mais avec la montée du niveau mondial des océans, la crédibilité du projet inquiète. Ici, on est presque en dessous du niveau de la mer. Le point le plus élevé à Lagos est environ à 20 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Donc c'est très dangereux de construire une ville sur la mer. Il y a aussi des conséquences sur les courants de l'océan Atlantique, sur le mouvement de l'eau, de l'hydrologie, mais aussi à l'intérieur du lagon et des criques de Lagos. Embouteillage, démographie galopante et 10 000 tonnes de déchets à traiter par jour. La capitale économique du Nigeria souffre de tous les maux d'une mégapole. Un défi écologique de taille pour la municipalité qui a lancé plusieurs projets. Recyclage, transport public, circulation contrôlée, nettoyage des rues. Des initiatives qui se mettent en place avec l'aide de la jeunesse. Lagos est si grande et si agitée qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit très sale. Mais nous avons vraiment besoin de garder la ville propre. À Makoko, gigantesque bidonville construit sur l'eau, pollution rime avec changement climatique. Les communautés de pêcheurs souffrent de la disparition des poissons et des inondations intempestives. Avant, l'harmattan arrivait à un moment précis et on avait une bonne pêche. Mais maintenant, l'harmattan est imprévisible, les saisons sont en retard et elles arrivent d'un coup avec des tempêtes. Les eaux sont polluées et la pêche est mauvaise. On pêchait vraiment beaucoup de poissons, mais maintenant ça a changé. On ne pêche plus comme avant et c'est même difficile pour nous de nous nourrir. Le nord-est du Nigeria, frappé par le groupe islamiste Boko Haram, est aussi gravement touché par le changement climatique. Le lac Tchad frontalier, dont la superficie a diminué de 90% à 30 ans, alimente plusieurs millions de personnes. À l'approche de la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, les problématiques du pays le plus peuplé d'Afrique sont immenses, mais la liste de ces engagements pour le climat n'a toujours pas été indiquée. Changeant de registre, des tilapias d'élevage barbotent dans un étang près du fleuve à Mondio dans le nord du Sénégal. Confronté à la baisse des captures en milieu naturel, ce pays tente la pisciculture qui attire de nombreux paysans et pêcheurs. Mais reste
embryonnaire. Regardez ce reportage au Sénégal. À la frontière avec la Mauritanie, le fleuve Sénégal, autrefois l'un des plus riches en poissons du pays. Mais aujourd'hui, les conditions sont difficiles pour les pêcheurs. Les barrages et les invasions d'algues ont provoqué une raréfaction des ressources. Nos grands-parents allaient à la pêche avec 2 à 3 pirogues qui revenaient pleines de poissons. Mais nous maintenant, nous pouvons ne ramener de la pêche qu'une bassine de poissons. Des camions entiers venus du Mali attendent parfois en vain les captures de la pêche. Un problème que le Sénégal, pays traditionnellement exportateur de poissons, de mer et de fleuves, veut résoudre. À Richard-Toll, une station de pisciculture profite des eaux du fleuve Sénégal. Des larves de tilapias et des poissons-chats y sont élevés. Cette ferme emploie 4 personnes et la première récolte a été un succès. Quand je mets 10 000 alevins et que je les élève pendant 6 à 7 mois, normalement je peux en avoir 2 tonnes. 2 tonnes vendues à 1500 francs CFA le kilo. C'est beaucoup d'argent. Ce seul étang peut rapporter 650 € par récolte. Dans les 4 restants, d'autres poissons grandissent jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille nécessaire pour être vendus. Pour attirer les pêcheurs, un ambitieux projet va être financé par l'État. 50 producteurs seront sélectionnés parmi les habitants de la région pour faire les récoltes à partir de juillet 2013. C'est une ferme de 25 hectares avec comme particularité une écloserie pouvant produire 5 millions d'alevins par an. C'est la ferme piscicole la plus grande du Sénégal et un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest. Les producteurs sélectionnés seront encadrés par des techniciens des services publics. La production de poissons d'élevage n'en est qu'à ses débuts. Avec 321 tonnes en 2012, elle est bien loin des 436 000 tonnes pêchées en mer annuellement. Mais avec ce nouveau projet, l'objectif de l'État est d'atteindre 10 000 tonnes en 2018. De quoi petit à petit assurer la sécurité alimentaire de la région. Business 54, c'est terminé. On se retrouve ce vendredi, cette fois-ci avec des enquêtes spéciales présentées par Priscille Zonzolo. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en Côte d'Ivoire et en Angola. À la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec le même plaisir. Au revoir.